Les concessions croulent sous un stock de véhicules invendus. Et cette situation va créer des opportunités pour les acheteurs malins. Commençons par décortiquer pourquoi cette crise était inéluctable. Le marché français de la voiture neuve repose massivement sur le crédit. Quand les taux d'intérêt grimpent, c'est mécanique. Les mensualités explosent, les dossiers de financement sont refusés en série et les formules LOA ou LLD perdent leur magie. Pire encore, les valeurs résiduelles deviennent incertaines, particulièrement sur les voitures électriques, où la décote représente un véritable gouffre financier. Cette dépendance au crédit révèle la fragilité d'un modèle économique bâti sur l'endettement des ménages. Pendant des années, les marques ont habitué les Français à ne plus regarder le prix d'achat, mais uniquement la mensualité. Cette approche fonctionne tant que l'argent reste bon marché. Dès que les taux remontent, tout l'édifice s'effondre. Les banques durcissent leurs critères d'octroi, les assureurs emprunteurs deviennent plus exigeants et soudain, des milliers de projets d'achat s'évaporent du jour au lendemain. Et tenez-vous bien, les organismes de crédit voient leur portefeuille d'acceptation fondre comme neige au soleil, particulièrement pour les véhicules électriques dont la valeur de gage est jugée trop volatile par les établissements financiers. Un banquier m'expliquait récemment que sur les dossiers électriques, ils appliquent désormais des décotes de 30% sur la valeur de reprise prévisionnelle. Le calcul est brutal. Si votre Peugeot E208 neuve, à 35 000 € ne vaut plus que 20 000 € au bout de 3 ans, quelle banque va prendre le risque de vous prêter la différence ? Parallèlement, les prix ont littéralement décroché du réel. En quelques années, on a assisté à une hausse massive des prix catalogues qui dépasse largement l'inflation officielle. Vous pensez vraiment qu'une Clio à 25 000 €, c'est normal ? Cette dérive s'explique par 3 phénomènes. La montée en gamme forcée, le suréquipement systématique avec des écrans tactiles sur roues et une électronique omniprésente, et des motorisations devenues de véritables usines à gaz pour respecter les contraintes européennes. Prenez l'exemple concret d'une Renault Clio de base. En 2019, vous pouviez avoir une version Zen avec un moteur 1 litre S CE de 75 chevaux pour 14 500 €. Aujourd'hui, cette même finition avec un bloc 1 litre T CE de 90 chevaux vous coûte 22 800 €, soit une hausse de 57% en 4 ans. Et je ne parle même pas des versions hybrides, qui flirtent avec les 28 000 € pour une simple citadine. Le client de classe moyenne, celui qui fait vivre le marché depuis des décennies, ne suit plus cette escalade tarifaire. Vous, classe moyenne française, on vous a volé votre droit à la voiture neuve. On vous pousse vers l'endettement ou l'exclusion. La montée en gamme forcée masque en réalité une fuite en avant des fabricants face à leur coût de développement explosif. Plutôt que de proposer des véhicules simples et abordables, ils préfèrent gonfler artificiellement les marges en multipliant les équipements gadgets et les motorisations complexes. Le client paie ainsi au prix fort des technologies souvent inutiles et parfois contre-productives en termes de fiabilité. Regardez bien, une Dacia Spring électrique, véhicule d'entrée de gamme par excellence, est proposée à partir de 20 910 € bonus déduit. Il y a 10 ans, ce prix vous donnait accès à une compacte bien équipée, avec un moteur fiable. Les marques justifient cette inflation par l'innovation, mais la réalité est plus prosaïque. Elle compense la baisse des volumes par l'augmentation des marges unitaires, une tactique qui trouve aujourd'hui ses limites face à l'épuisement du pouvoir d'achat des ménages français. Le système bonus-malus français, combiné au quota CO2 européen, transforme la voiture neuve en objet fiscal punitif. Les modèles familiaux, ceux dont les ménages ont réellement besoin, deviennent systématiquement malucés. Le client se retrouve poussé vers des petits moteurs turbo fragiles ou vers l'électrique à batterie qu'il ne veut pas et souvent ne peut pas recharger. Pendant que vous payez des malus, les élites roulent en Tesla subventionné. Cette fiscalité punitive révèle l'hypocrisie d'un système qui prétend défendre l'environnement tout en poussant les consommateurs vers des solutions inadaptées. Le malus écologique frappe particulièrement les familles nombreuses qui ont besoin de véhicules spacieux, créant une véritable injustice sociale. Pendant ce temps, les citadins aisés bénéficient de bonus pour leurs petites voitures électriques qu'ils rechargent dans leur garage privatif, creusant encore les inégalités. Écoutez-moi bien, un Peugeot 5008 avec un moteur 1 litre 6 PureTech de 180 chevaux, véhicule familial par excellence, vous coûtera 1 410 € de malus écologique. Mais un cadre supérieur parisien qui achète une Tesla Model 3 Performance à 60 000 € touchera 5 000 € de bonus. Où est la logique sociale là-dedans ?
La voiture électrique cristallise tous ces problèmes. Trop chère à l'achat, décevante en autonomie réelle, surtout l'hiver et sur autoroute, handicapée par un réseau de bornes défaillant selon les zones, elles subissent une décote catastrophique sur le marché de l'occasion. Cette incertitude sur la valeur de la batterie transforme le véhicule électrique d'occasion en patate chaude, ce qui bloque mécaniquement les ventes de neuf. Le mensonge de la voiture électrique démocratique éclate au grand jour. Malgré les milliards d'euros de subventions publiques déversées, ces véhicules restent inaccessibles au plus grand nombre. Pire, leur coût total de possession explose quand on intègre la dépréciation accélérée, les frais d'installation de bornes et l'incertitude sur la durée de vie des batteries. Les premiers propriétaires découvrent amèrement qu'ils ont servi de cobaye pour une technologie immature. Je reçois régulièrement des témoignages de propriétaires de Renault Zoé de 2020 qui voient leur autonomie fondre de 40% en 3 ans. Leur véhicule acheté 32 000 € neuf se négocie aujourd'hui autour de 15 000 € sur le marché de l'occasion. C'est une destruction de valeur massive pour des gens qui ont fait confiance aux promesses écologistes. Le réseau de recharge français, malgré les annonces triomphales, reste un patchwork hétérogène où les pannes sont fréquentes, les tarifs opaques et les temps d'attente imprévisibles, transformant chaque long trajet en parcours du combattant pour les utilisateurs de véhicules électriques. Prenons un exemple concret, un trajet Paris-Lyon en Tesla Model 3. Sur le papier, 460 km d'autoroute, ça devrait passer avec une charge. Dans la réalité, à 130 km/h avec le chauffage, vous devrez vous arrêter au moins une fois pour recharger. Si la borne fonctionne, si elle n'est pas occupée, si le tarif n'est pas abusif. Et vous paierez probablement plus cher qu'un plein d'essence pour la même distance. Et maintenant, voici les marques qui vont le plus souffrir, et donc où vous allez pouvoir négocier le plus fort. Face à cette situation, tous les fabricants ne sont pas logés à la même enseigne. Les plus exposés, d'abord les généralistes européens, qui ont misé sur la complexité, l'électronique et les motorisations downsizées. Stellantis caracole en tête de ce peloton de tête peu enviable. Stratégie volume-marge, plateforme partagée, coût tiré au maximum et derrière une machine à rappel qui avoue des échecs à répétition. Quand la confiance s'érode, le stock reste sur les bras. Cette approche de l'ingénierie low cost se retourne aujourd'hui contre ses promoteurs. Les clients, échaudés par les pannes à répétition et les rappels massifs, se détournent naturellement de ces marques. Le bouche à oreille négatif fait plus de dégâts que n'importe quelle campagne publicitaire. Quand votre voisin vous raconte que son Peugeot 3008 de 2 ans a déjà eu 3 passages au garage pour des problèmes de courroie de distribution sur son 1,6 litre PureTech, ça refroidit immédiatement l'envie d'achat. Et les chiffres sont là. Stellantis a rappelé plus de 1,8 million de véhicules en Europe en 2023 pour des problèmes moteurs, principalement sur les blocs 1,2 litre et 1,6 litre PureTech. Les marques qui ont su viser toute leur gamme se retrouvent également en difficulté. Le SUV neuf est devenu plus cher qu'une berline équivalente, plus lourd, plus taxé, souvent équipé de petites mécaniques turbo. Cette mode du tout SUV révèle la déconnexion totale entre l'offre et les vrais besoins. Un Nissan Qashqai, SUV compact par excellence, affiche désormais un prix de départ de 29 900 €, avec un moteur 1,3 litre turbo de 140 chevaux. Pour le même budget, vous pourriez avoir une berline premium allemande d'occasion avec un vrai moteur et un niveau de finition supérieur. Enfin, les marques trop dépendantes des flottes d'entreprises souffrent particulièrement. Quand les sociétés réduisent leur renouvellement pour des raisons de coût et de fiscalité, les volumes s'effondrent brutalement. C'est le cas de Volkswagen en France, dont 70% des ventes sont réalisées auprès des entreprises et loueurs. Quand ces clients se détournent, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Les emplois français du secteur disparaissent au profit d'usines chinoises financées par un État stratège, pendant que nos dirigeants s'enferment dans leurs dogmes environnementaux. C'est de la trahison pure. Nos dirigeants bradent notre industrie automobile, pendant que la Chine nous envahit. Les usines françaises ferment une à une, remplacées par des sites de montage précaires, pendant que la valeur ajoutée et les emplois qualifiés migrent vers l'Asie, appauvrissant durablement notre base industrielle et notre capacité d'innovation technologique dans un secteur stratégique pour notre indépendance nationale. Regardez les chiffres. L'usine Stellantis de Rennes a supprimé 1400 postes en 2023. Ford ferme définitivement son site de Blanquefort. Pendant ce temps, BYD annonce l'implantation d'une gigantesque usine en Hongrie avec 10 milliards d'euros d'investissement chinois. Bon, assez parlé de problèmes. Voici exactement comment vous allez en profiter. Cette crise cache aussi des opportunités pour l'acheteur informé. Les concessions vont d'abord tenter des remises déguisées.
Options offertes, extension de garantie, reprise surévaluée, financement subventionné. Quand ces artifices ne suffiront plus, viendront les vraies remises directes. C'est là que l'acheteur doit rester froid et patient. L'art de la négociation automobile va redevenir crucial dans les mois qui viennent. Les vendeurs, habitués depuis des années à imposer leurs conditions grâce à la pénurie artificielle, vont devoir réapprendre l'humilité commerciale. Les clients malins peuvent jouer sur plusieurs tableaux, faire jouer la concurrence entre marques, négocier les services après-vente, exiger des garanties étendues. Le rapport de force s'inverse enfin en faveur de l'acheteur. Voici le calendrier précis pour maximiser vos chances. En fin de trimestre, les directeurs commerciaux, pressés par leurs objectifs de volume et leurs problèmes de trésorerie, vont progressivement autoriser leurs équipes à lâcher du lest sur les tarifs. C'est la fenêtre d'opportunité que vous attendez depuis des années. La négociation doit porter sur tous les aspects du contrat. Prix d'achat, reprise, financement, garantie, entretien. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence en visitant plusieurs concessions de marques différentes. Les vendeurs, confrontés à des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, seront contraints de lâcher du lest pour écouler leur stock. Votre patience sera récompensée par des conditions d'achat inespérées depuis des années. Documentez-vous sur les tarifs pratiqués par la concurrence. Utilisez les sites de mandataires automobiles comme référence de prix et n'hésitez pas à mettre en concurrence les différentes concessions d'une même marque. Concrètement, voici ma méthode éprouvée. D'abord, identifiez 3 modèles maximum dans votre budget. Visitez au minimum 2 concessions par marque visée. Ne montrez jamais votre enthousiasme pour un modèle particulier. Préparez votre dossier de financement en amont auprès de votre banque pour ne pas dépendre des taux souvent majorés des concessionnaires. Ensuite, négociez par email plutôt qu'en face à face. Cela vous évite la pression commerciale et laisse une trace écrite des engagements pris. Demandez systématiquement la remise maximale possible, puis les options offertes, puis l'extension de garantie gratuite. N'acceptez jamais la première proposition, même si elle vous semble correcte. Parallèlement, pour écouler les stocks et faire du chiffre, les réseaux vont multiplier les immatriculations tactiques. Véhicules de démonstration, 0 km. Ces immatriculations bidons révèlent la manipulation constante des statistiques par l'industrie automobile. Combien de ventes annoncées correspondent en réalité à des véhicules qui dorment sur les parcs des concessions? Cette pratique fausse totalement la perception du marché et masque l'ampleur de la crise. Attention cependant aux pièges classiques. Les stocks importants concernent parfois des combinaisons moteur, boîte, finition que les clients informés évitent déjà. Plus c'est une tablette roulante bourrée d'électronique complexe, plus c'est une loterie mécanique à long terme. Cette surenchère technologique transforme les voitures modernes en bombes à retardement électronique. Écran tactile défaillant, capteurs déréglés, logiciels buggés, connectivité fantaisiste. Je pense notamment au système d'infodivertissement qui plante régulièrement, nécessitant des mises à jour coûteuses chez le concessionnaire. Ou encore aux capteurs de parking qui se détraquent au moindre choc, transformant une rayure de parking en facture de 800 €. Sans parler des systèmes d'aide à la conduite qui se déclenchent intempestivement, créant plus de stress que de sécurité. Les garagistes indépendants peinent à suivre cette complexité croissante, poussant les propriétaires vers les réseaux officiels et leur tarification prohibitive. Cette obsolescence programmée par la technologie crée une dépendance totale aux fabricants, transformant chaque véhicule en rente viagère pour le réseau officiel. Privilégiez systématiquement la simplicité mécanique. Moins il y a de systèmes complexes, moins ça casse à long terme. Toyota, en hybride HSD, reste le choix pragmatique malgré ses défauts, avec une fiabilité prouvée sur le long terme. Le système hybride Toyota, même s'il n'est pas le plus performant, a fait ses preuves avec plus de 20 ans de recul. Mazda et Suzuki, en essence atmosphérique, quand c'est encore possible, offrent la rigueur japonaise traditionnelle. Le moteur 2 litres Skyactiv G de Mazda ou le 1 litre 2 Dualjet de Suzuki restent des références de simplicité et de fiabilité dans un monde automotive de plus en plus complexe. Dacia propose un low-cost honnête, moins de marketing, plus de réalisme économique. Leur approche no-nonsense, avec des véhicules simples et des prix contenus, répond enfin aux vrais besoins des automobilistes français étranglés par l'inflation générale. Cette philosophie de la simplicité va à contre-courant des tendances actuelles, mais elle s'avérera payante à long terme. Les moteurs atmosphériques, les boîtes manuelles, les systèmes mécaniques éprouvés résistent mieux au temps que leurs équivalents modernes surchargés d'électronique. Retenez bien ça, cette approche conservatrice
protège aussi votre budget d'entretien des mauvaises surprises technologiques. Les véhicules simples permettent également de maintenir une concurrence saine sur le marché de la réparation, les garagistes indépendants pouvant intervenir efficacement sans dépendre des outils de diagnostic propriétaires des fabricants. Si vous pouvez attendre 3 à 6 mois, cette patience peut s'avérer payante. Quand les parcs débordent vraiment, les marques finissent toujours par lâcher du lest, surtout en fin de trimestre ou fin d'année. C'est mathématique. Les cycles de promotion suivent désormais les impératifs de trésorerie des fabricants, plutôt que la logique commerciale traditionnelle. Les fins de trimestre voient exploser les remises pour éviter les provisions sur stock. Les marques, contraintes par leurs engagements financiers et leurs prévisions de flux de trésorerie, ne peuvent se permettre d'immobiliser indéfiniment des milliards d'euros en stock dormant. Attention à bien choisir votre moment. Évitez septembre-octobre, période traditionnelle de lancement des nouveaux modèles où les vendeurs ont moins de pression. Privilégiez novembre-décembre pour les objectifs annuels et surtout mars pour la clôture du premier trimestre. Les vendeurs sont alors sous pression maximale pour atteindre leurs objectifs.